Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ce petit feuilletage, pseudo-feuilletage, pseudo-critique, pseudo-discussion, on va dire, sur la gamme complète de Brigandine, en tout cas complète à ce jour, euh, puisque à ce jour il y a 6 bouquins au total, et donc je les ai pris, voilà, craquage à Noël, on les a pris, on les a tous pris en version rigide, et je vous propose de faire un petit feuilletage pour voir un petit peu ce que c'est. Alors, les brigandines, c'est de l'impression à la demande, hein, donc ça n'existe pas en boutique ni dans le commerce, c'est uniquement en impression à la demande, donc sur Lulu. Je confonds toujours avec Ulule, non, c'est Lulu. Donc voilà, celui-là, c'est le livre de base, le premier livre, donc couverture rigide, imprimé donc par Lulu. Donc je sais pas ce que ça vaut en termes de durabilité, en termes de qualité. Ça craque beaucoup. Je sais pas si c'est normal ou pas. Les pages sont un peu, ça se voit pas beaucoup, mais elles sont un peu ondulées. Ça, je pense que c'est dû à l'encre, comment dirais-je, de l'impression. J'ai pas de place sur ce bureau, c'est ouf. C'est de pousser un petit peu ça comme ça. Voilà, là on est mieux. Parfois, Philibert propose des jeux de rôle en print on demand. Genre là, ils ont mis des jeux de Kelren. Ok. Ouais, mais bon, tu vois, c'est pas des gros tirages non plus, c'est normal. Hein. Donc voilà, je me suis fait plaisir parce que justement, on pouvait pas les avoir d'occasion. C'est très, j'en ai jamais vu en occasion en fait. Donc là, je vous propose de regarder le livre de base. Donc, le livre de base, c'est tout simplement les règles du jeu, les créations de personnages, le système, etc. On va pas s'attarder trop dessus. On a fait plusieurs vidéos déjà sur Brigandine, notamment sur le système. Hein. On a fait la critique dessus, donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Je vais pas y revenir dans le détail. Première, alors c'est pas une déception, mais un petit peu quand même. Mon premier regret, c'est que c'est en noir et blanc. Ouais, c'est en noir et blanc, tu vois, la carte, je trouve que ça manque qu'elle soit pas en couleur. C'est le premier regret. Alors j'en ai parlé justement hier avec James Tornade, pour lui demander, et en fin de compte, comme il me disait, c'est de l'impression à la demande. Donc le problème, c'est que la couleur, ça fait exploser le budget, et personne n'achète un truc en impression à la demande tout en couleur. Voilà, c'est beaucoup trop cher. Du coup, les PDF et le livre de base, enfin tous les livres de Brigandine, sont en noir et blanc. Brigandine, le parti pris du Brigandine, c'est quoi? À la base, c'était surtout un système, plus qu'un jeu. Dans la V1, d'ailleurs, il n'y avait même pas de lore, hein, il n'y avait que du système. Et c'est un système qui, à la base, servait à améliorer l'expérience qu'on pouvait en avoir sur Warhammer, mais aussi à s'approprier ce système pour jouer à des jeux plus anciens. Je me rappelle plus exactement la liste, il y avait Nightcrawler dedans, je m'en rappelle, je crois qu'il y avait Rêve de Dragon, je crois qu'il y avait... Enfin, il y en avait plusieurs comme ça, et c'est en voyant qu'ils proposaient un système pour Nightcrawler que je me suis intéressé à Brigandine, et ça a été une claque, vraiment, à cette époque-là, Brigandine, ça a été une claque. Pourquoi? Le système de jeu est très simple, c'est du pourcentage, salut Feld, salut, c'est du pourcentage, mais c'est un pourcentage où en un seul jet, on va résoudre toute la passe d'action, toute la passe d'armes. À Warhammer, alors je fais ça de mémoire, à Warhammer, tu avais un premier jet pour savoir si tu touchais, un deuxième jet pour savoir les dégâts que tu faisais, un troisième jet pour la localisation, de savoir où est-ce que tu allais faire les dégâts à l'adversaire. L'adversaire, lui, il avait un jet de défense, je crois, pour savoir... Enfin, voilà. T'avais 4-5 G pour résoudre, en fait, une passe d'armes. Et à l'époque, on trouvait ça cool parce qu'on n'avait pas grand-chose de mieux. Maintenant, c'est quand même assez chiant et assez lourd comme façon de jouer. Brigandine, il a résolu ça en un seul jet. C'est-à-dire qu'on fait un descend, on lance un pourcentage. Le but du jeu, c'est de faire égal ou inférieur à la stat combat de votre adversaire. Si vous faites inférieur, c'est gagné. Si vous faites supérieur, c'est raté. La différence, c'est que le MJ ne lance pas les dés. Donc si le PJ ou la PJ réussit son jet, elle va infliger des dégâts. Par contre, si elle rate son jet, c'est l'adversaire qui lui inflige des dégâts. Donc comme ça, on supprime déjà des dés, vous voyez, ça dilue.
Deuxième subtilité, une fois que vous avez fait votre jet pour savoir si vous touchez ou pas l'adversaire, on prend le chiffre des dizaines. Et le chiffre des dizaines, ça représente les dégâts que vous allez faire. Donc vous faites par exemple, j'en sais rien, 35. Sur un 35, le 5 c'est vos dégâts. Vous faites 5 de dégâts plus votre score plus les dégâts de votre arme selon l'arme que vous avez. Et donc du coup, pareil, on supprime des dés, tout à fait. On a supprimé le jet de dégâts, donc c'est résolu dans le même truc. Et pareil, pour la localisation, je crois qu'on prend un des 2 dés, donc je pense que c'est le chiffre des... Enfin, je me rappelle plus comment ça marche exactement, mais la localisation, c'est pareil. Là, comme ça, je me rappelle plus, mais je sais que c'est pareil. C'est résolu dans le même jet de dés. Donc du coup, ça permet de fluidifier largement les lancers de dés autour de la table. Ça permet au combat d'aller très vite autour de la table, puisqu'il y a un seul jet à faire par personne. Donc les tours de table sont très rapides. Et on garde de toute façon toutes les mêmes sensations qu'un Warhammer, etc. Donc voilà, ça c'est le système grossier que je vous dépeins de Brigandine. Le deuxième truc que j'ai trouvé cool, c'est que la création des personnages, alors, elle est pas sensationnelle, on va pas se mentir, la création de perso, elle est pas folle. C'est un jeu où il n'y a pas de caractéristiques, vous avez que des compétences. Par contre, vous avez 13 compétences qui pour moi, s'appellent des caractéristiques. Combat, connaissance, discrétion, endurance, force, habileté, magie, mouvement, perception, sociabilité, survie, tir et volonté. Vous avez 13 compétences, donc avec un score qui va de 0 à 100. Donc 0, vous êtes un incapable, à 100, vous êtes unique au monde. À cela, vous avez des atouts. Les atouts, c'est des petits bonus de pourcentage sur certaines spécialités que vous pourriez avoir, etc. Oui, c'est ça. CC, c'était... Bah oui, on voit le clin d'œil. T'as vu ? Et créer son personnage, c'est chiant. Je vais pas vous mentir, dans Brigandine, créer son personnage, c'est répartir des points dans les caractéristiques. C'est pas amusant. Là, je suis désolé, moi ça m'amuse pas. Mais ça fonctionne. Par contre, derrière, le système fonctionne. Maintenant, voilà, il y a des créations de personnages qui sont beaucoup plus sympas que d'autres. En revanche, le truc que j'apprécie, une fois qu'on a supprimé l'aspect, on va dire, statistique du personnage, il y a des trucs qui me plaisent bien. C'est-à-dire que les personnages sont caractérisés par donc les compétences, on l'a dit, par les caractéristiques, les archétypes. Donc vous avez, on le verra un peu plus tard, mais il y a plusieurs archétypes. Et la carrière. La carrière, c'est la classe du personnage. Vous avez différentes origines, donc ça c'est le livre de base. Donc vous avez les humains, classiques, les elfes, classiques, les nains et les halflins. On est vraiment dans du Warhammer, donc c'est du classique. Petite touche d'originalité, du coup on a les sans mêlés, on a les orquins. Donc les orquins qui sont des demi-orques. Je ne connaissais pas l'appellation orquin. J'ai plutôt bien vu. On a les elvins pareil, demi-elfes. Et ensuite on a les Udvar. Ce sont les demi-nains. Enfin, moitié nain, moitié humain, quoi. Et alors là, j'étais pas prêt. On a les morvelins. Est-ce que les morvelins... Ouais, mais je l'ai caché trop tard. Mais en gros, ouais, les morvelins, c'est des demi-gobelins. Donc déjà, moi, la question que je me pose, c'est comment un humain a pu s'accoupler avec un gobelin, déjà. Déjà, bon, après, vous me direz, un orc, c'est pas mieux. C'est pas mieux. Mais les gobelins, je trouve quand même que c'est quand même plus moche qu'un orc. Mais j'adore, par contre. Moi, je kiffe. Si je pouvais jouer à Brigandine, je joue au morvelin, clairement. Et enfin, j'ai entendu les alevins au lieu des elfelins. Oui, c'est des... comment je les ai appelés? J'ai déjà oublié. Oui, c'est ça. Les elvins. C'est des elvins. Et enfin, on a les ogrins, donc les demi-ogres. Les demi-morts-vivants. Des morts, oui. Moi, je pensais, morve, tu vois, morvelin, je me suis dit, c'est un truc un peu... Voilà, bref. Donc ça, c'était les différentes classes disponibles, en tout cas, dans le livre de base. Le livre de base qui se veut un peu générique, quand même. Ensuite, on a des archétypes.
Regarde Goblin Slayer et tu comprendras comment un gobelin peut s'accoupler avec une humaine. Ouais, je suis pas fan de manga. Salut Shanab, salut, salut. Bah, je regarderai parce que je suis curieux, mais c'est vrai que c'est pas trop mon kiff. Ce que j'ai beaucoup aimé, en revanche, c'est les archétypes. Ça va plaire à Liana. Les archétypes, en fait, sont basés sur des animaux, sur tout ce que les fables peuvent nous raconter, ce que les légendes populaires, enfin la culture populaire peut apporter. Par exemple, si je vous dis un renard, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Renard, c'est futé, c'est rusé, c'est agile, c'est rapide. Voilà, on a des trucs un petit peu comme ça. Et bien là, pareil, on a des archétypes avec des animaux, et chaque animal chaque archétype vient avec des points forts, des points faibles. Donc par exemple, l'aigle. L'aigle, il a un bonus en connaissance ou en perception, en volonté. Les vices et les vertus, donc ça c'est des trucs un peu optionnels je crois, mais les vices et les vertus, voilà, on a orgueilleux, envieux, travailleur, sobre, prudent, loyal. Et les talents, c'est confiance en soi, esprit de compétition, résilience, sommeil léger, etc. Donc ils essayent, en fait, RP parlant, comment dire, de se rapprocher le plus de ce que peut représenter un animal. Vous allez me dire, bah oui, mais du coup, on prend pas les animaux qui sont un peu... C'est sûr que quand on te dit, vas-y, tu choisis quoi, l'aigle ou l'âne? De base, on a plutôt tendance à dire un aigle, parce que l'aigle, c'est prestigieux, ça vole, c'est... Voilà, ça impose. L'âne, bon, voilà. Et pourtant, il y a des trucs vraiment cool, y compris dans les animaux un petit peu peut-être moins prestigieux, parce que l'âne, c'est quelqu'un qui va être endurant, qui va avoir un score de survie, par exemple, de la volonté. Hein. Un âne, c'est têtu. Les vices et vertus, on va avoir humble, travailleur, prudent, clément, loyal. Les talents accessibles, ça va être calme. Un compagnon animal, ça peut être second souffle, guérison rapide. Donc voilà, chaque archétype est basé sur un animal qui donne des idées de comportement, de caractère. Voilà, on a la fourmi, la hyène, le lapin. Pareil, le lapin, on se dit, bon bah, pourquoi je vais choisir le lapin alors que je peux prendre le lion à côté, tu vois? Bah parce que le lapin, il a du mouvement, il a de la perception. Ah, il est pas très fort en combat, hein. Malus de 5 en force et 5 en combat. Mais par contre, à côté de ça, voilà, discrétion, mouvement, sociabilité, perception, bienveillant, prudent, luxurieux, clément, humble. Voilà, il y a des... Le corbeau. Le corbeau, qu'est-ce qu'il fait le corbeau? Allez, on va te lire le corbeau, parce que je suis sûr que c'est ce que tu vas prendre. Sombre et perspicace, le corbeau est un nomade qui semble amener la mort et la malchance partout où il va. Il a toutefois appris à en rire, et nombreux sont les corbeaux munis d'un sombre sens de l'humour, tout en cynisme, en acidité. Mystérieux et intelligent, il a une vue lucide sur le monde qui l'entoure, mais ne la partage pas volontiers. Cette intelligence peut prendre la forme d'une sombre détermination, car le corbeau est rancunier et vengeur, et il sait prendre son temps. Avec des bonus en connaissance, en discrétion, survie, volonté, un petit malus en sociabilité, vices et vertus 2 parmi cruel, humble, chaste, sobre, prudent, envieux, et les talents accessibles sont le calme, la distraction, doué, donc c'est en volonté, nyctalopie et sauvegarde. Voilà, c'est sympa et intuitif, c'est ça. Il y a le hibou, effectivement, aussi, qui est là. Il y en a d'autres hein, derrière encore. Hein. Pareil, le mouton, on se dit, bah tiens, ouais, mais pourquoi qui jouerait un mouton? Bah, il y a des trucs super. Le porc est très très drôle. Le pan est génial également. Oui. Alors, pas un bonus en fertilité, mais tu vas rigoler, hein, mais le lapin, il a luxurieux. Voilà. Voilà. Non, non, mais quand je vous dis qu'il y a des trucs... Voilà, le pan est très drôle aussi. Après, il y en a qui sont particuliers, mais le serpent et le vautour sont plutôt cool aussi à jouer. Souris était très sympa. Je crois que c'était chat. J'avais fait la campagne de Rêve de Gloire à un groupe hors Actual Play et chat jouait, je crois, un personnage souris. C'était très sympa. Donc voilà, les vices et les vertus, donc c'est ce qu'il y avait en proposition. On va appeler ça un petit peu le côté Star Wars. C'est la sombre, la force... côté obscur, etc. Donc c'est une règle optionnelle qui ajoute juste du RP. Mais c'est plutôt cool à jouer. Ensuite, on a les carrières. Bon, bah ça, c'est les classiques classes de personnages qui sont... Alors ça, c'est un truc qui est très très chouette, vous allez voir. Qui sont classés donc par une espèce de famille. Voilà, vous avez
Les agents domestiques et fidèles, donc ça comprend garde-chasse, messager, maître chien, cocher. Je crois que je saute des pages. Non. Le palefrenier, prévôt, péager, le valet. Et un truc excellent. À la fin de chaque famille d'archétypes, il y a un pré-tiré. Et ça, c'est cool. Alors oui, les illustrations sont pas folles. Je rappelle qu'on est sur du jeu de rôle indépendant. Hein, donc le budget n'est pas le même. Mais je trouve que c'est plutôt cool d'avoir un pré-tiré sur chacune des familles de classe. Aristocrates, nobles et seigneurs, voilà, on a les chevaliers, les bandits, les courtisans, les chevaliers du vol, les dépravés, les gentilshommes, les diplomates, les nobles de robe. Et un pré-tiré qui va bien, où il y a tout à remplir, il n'y a pas de nom, il n'y a rien, il y a juste, voilà, c'est plutôt cool. Artisan, commerçant, manœuvre, donc on a tout ce qui est aubergiste, charpentier, colporteur, chirurgien, barbier, mon préféré. Forgeron, manouvrier, marchand, négociant et le pré-tiré qui va bien. Les bandits et coupe-jarret, donc tout ce qui est assassin, bandit, alors la loi, les détrousseurs, les truands, les pirates, ribauds, racketteurs, le voleur de bétail, avec pareil, encore une fois, le pré-tiré. On a les battleurs, donc tout ce qui est acrobate, comédien, dresseur, 10 heures de bonne aventure, mon préféré dans la section. Lanceur de couteau, ménestrel, lutteur de foire, le prestidigitateur, avec pareil, le pré-tiré. Il y en a un. Tout ce qui est érudit, apothicaire, architecte, cartographe, avocat, étudiant, médecin, ingénieur, scribe, écrivain public, le pré-tiré qui va bien avec. Et je crois que c'est les derniers, c'est les filous, les roublards et les malandrins, donc avec les cambrioleurs, les contrebandiers, charlatans, agitateurs, espions, pilleurs de tombes, joueurs professionnels, tire-laine et vide-gousset, avec le pré-tiré qui va bien. Ah non, c'est pas fini, il y a les guerriers, les breuteurs et les spadassins. Donc tout ce qui est archer, champion, combattant des tunnels. On retrouve un combattant des tunnels pour le nain de Warhammer. Tueur de monstres, pareil. Mercenaire, spadassin dueliste. Ça s'arrête pas. On a tout ce qui est homme d'armes. Soldat cavalier, donc le bourreau, l'éclaireur, le cavalier, l'artilleur, le garde, le limier, le soldat et le pré-tiré qui va bien. Ça ne s'arrête plus. Tout ce qui est magicien, vous voyez, il y a du choix quand même. Effectivement, tout ce qui est alchimie, astrologie, illusionnisme, élémentaire. Le juge mage, je connais pas le juge mage, tiens. Le mage lame, ça c'est très sympa aussi. Sorcier, nécromancien. Et le pré-tiré qui va bien. Et ensuite il y a les autres, les gueux, les parias, les traits de misère, donc tout ce qui est chiffonnier, goûter, les mendiants, les ratiers. Les ratiers c'est trop bien, t'as un petit chien méchant dans Warhammer. Trafiquant de cadavres, vagabond. Trafiquant de cadavres, c'était le personnage de Scarlock dans la campagne en off qu'on avait fait sur Brigandine. C'était très drôle. Vous voyez, d'ailleurs, le petit chien méchant. Et encore, ça continue. Tout ce qui est paysan, donc les bateliers, les bergers, les chasseurs, les bûcherons, le guide convoyeur paysan, pêcheur marin. Tout ce qui est religieux, purée, c'est vrai, je les ai oubliés. Donc moines, les druides, les chasseurs de mages, les fanatiques, les initiés, les prêcheurs, templiers, inquisiteurs. Et ça y est, c'est fini. Donc voilà, on a quand même largement de quoi faire. Les atouts de départ, on va pas y passer trois plombes, hein, c'est que de la stat en plus. C'est quelque chose qui vous me donne, ouais, si vous avez l'atout pêche, ben, vous avez plus 20 pour repérer un poisson et faire une canne à pêche et pêcher, quoi. Donc voilà, ça c'est que du stat. Les talents, c'est un petit peu plus sympa, c'est des petits moves. Bon, c'est souvent de la stat aussi, mais c'est des petits moves un peu particuliers qui vont typer votre personnage. Voilà, il y en a beaucoup aussi. Je vais avancer un peu parce que sinon on y est encore à midi. Les stats sang-froid, handicap, le sang-froid, ben voilà, c'est pour faire des... Je me rappelle plus, tiens, ah non, je confonds avec le destin. Le sang-froid, c'est... Qu'est-ce que c'est le sang-froid? Se reposer. Je me rappelle plus ce que c'est le sang-froid. Ah oui, c'est ça, c'est le mental, oui, c'est la santé mentale en gros. C'est le stress. Et voilà, le sang-froid, c'est une ressource que vous pouvez dépenser pour obtenir des bonus, soit avoir un avantage sur un jet, soit ignorer un handicap, pardon, soit refaire un jet qui aurait mal tourné. Et voilà, vous pouvez perdre du sang-froid par la peur, la violence, l'abattement, l'humiliation, les tests de folie, etc., etc. Le destin,
les points de destin qui peuvent sauver un personnage qui se fait défoncer, et enfin l'expérience, où je suis pas forcément fan du système, où je préfère, parce que l'expérience c'est à compter, voilà, t'as tué un loup, ça rapporte tant d'expérience, etc. Je crois qu'il y a une option normalement, voilà, se passer des points d'expérience. En gros, je donne des points d'XP fixes à la fin d'un scénario, voilà, je préfère cette façon de jouer. Le combat, on va pas y venir dessus, parce que le combat, j'en ai un petit peu parlé, et puis bah hey, vous irez voir les autres vidéos. Mais les options de jeu, bah, c'est pareil, c'est des petites options pour agrémenter votre partie. Combat avancé, si vous voulez vraiment partir sur quelque chose de plus, comment dire, pas simulationniste, mais plus poussé. Après voilà, on a le bestiaire, on a tout ce qui est équipement, etc. La partie sur la magie qui est quand même difficile à maîtriser dans ce jeu, comme dans Warhammer. Au début, on ne sert pas à grand chose. Donc on retrouve aussi les effets néfastes, mineurs et majeurs. Hein. Si vous vous ratez, vous avez des petites bricoles, donc il y a quand même, vous voyez, pas mal de choix. Domaine magique, on retrouve pareil un peu le côté Warhammer avec les différentes écoles. Air, animalisme, châtiment, divination, eau. Voilà, vous avez quand même du choix, comme vous pouvez le voir. Après, bah, voilà, vous avez les pouvoirs magiques avec quelques sorts, etc. Il y en a même, je crois, plutôt pas mal, puisque ça va jusqu'à la fin du bouquin. À la fin du bouquin, voilà, les objets magiques, les objets maudits, vous pouvez avoir les familiers, selon le domaine justement auquel vous appartenez. Vous n'aurez pas les mêmes familiers. Et ça, c'est quoi ça? Un mage peut défier... Ah, c'est les duels de mages. C'est rigolo, je l'avais raté ce truc, hein. Je l'ai pas vu. Aucun sort n'est lancé, les mages opposent leur énergie pure pour s'attaquer à la vitalité de leur... C'est sympa ça, ça pourrait... Rien que ça peut faire un scénario plutôt cool. Les annexes avec le coût de la vie, avec voilà, les non-courants, ça c'est cool. Une liste de non-courants, si vous savez pas trop comment appeler votre personnage pour coller vraiment à l'univers, c'est plutôt cool, ouais. Et une petite galerie de PNJ, la carte... enfin la fiche de personnage. Et voilà. Donc ça, c'est le livre de base. Le nécessaire pour jouer. Hein. Je veux dire, vous achetez que ça, vous avez de quoi jouer à Brigandine. Clairement. Par contre, voilà, en termes de qualité d'impression, a priori, ça a l'air ok. Il y a juste, ça se voit pas beaucoup, mais la couverture qui est, je trouve, un peu décalée, qui est pas forcément en face. Donc voilà, peut-être que c'est le transport, un faux pli, j'en ne sais rien. Mais voilà, je suis un peu... faudra voir avec le temps. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. C'est comme les voix de Witcher. Je n'ai pas joué à Witcher, je peux pas te répondre. Je ne le connais pas. Les reproches qu'on a fait à Brigandine V1, c'est que c'était juste une boîte à outils. Il n'y avait rien d'autre. Et James Tornade l'a entendu. Et dans la V2, donc il a corrigé pas mal de trucs, parce que tout ce qui était animaux, archétypes, etc., dans la V1, c'était un supplément qui s'appelait le compagnon, il fallait mixer un peu les deux, etc. Là, tout est rassemblé, c'est très très bien. Et donc dans cette V2, il s'est dit, ben, je vais venir avec un univers. Donc il a créé, il a fait ce deuxième livre, le livre second, qui est en gros un livre atlas bestiaire de l'univers qu'il a fait, quoi. Donc on a au sommaire de ce livre, vie et société, donc tout ce qui est ordre, société, les religions, les croyances, les villes, qu'est-ce qu'on mange? Alors on va les regarder, hein, ce qu'on mange dans ce jeu, hein, bien évidemment. Fêtes et jeux, justice et tribunaux, etc. On a de l'Atlas, avec toutes les villes, etc. du monde. Comment on voyage dans les différents endroits, qu'est-ce qu'il y a au niveau de les armées, les rencontres, donc c'est le bestiaire. Et on a un gros passage sur tout ce qui est la démonologie, qui est le centre de la thématique de ce bouquin, avec les différents péchés capitaux en rapport. Donc c'est plutôt cool. Moi j'aime bien. Donc voilà, comme je disais, hein, c'est du noir et blanc. C'est dommage. C'est vrai que ça aurait été plutôt cool en couleur, hein, je pense. Mais voilà, ça coûterait beaucoup trop cher à la pression, à la demande.
Donc voilà, les cultes, les religions, vie des sociétés. Qu'est-ce qu'on mange? C'est ça que... Voilà, manger et boire, la nourriture, viande et bouchées, les repas des pauvres, festins et repas de fête, les boissons, les fêtes et jeux, voilà, les caravanes, les foires, les fêtes religieuses, etc. Je vais passer un peu plus vite parce que bon là, il y a beaucoup de spoil si vous voulez découvrir le jeu. Mais j'essaie de vous trouver la carte. Voilà. La carte de Talios. Donc, Rêve de gloire hein, qu'on a joué sur la chaîne. Se déroulait ici à Askanov. Donc on jouait ici. Et si je dis pas de bêtises, le Mal Ardent, donc la prochaine campagne que je suis en train de préparer, devrait à peu près se dérouler là-dedans, je crois. À peu près, hein, je suis pas sûr à 100%, mais je crois que c'est dans ce coin-là. Voilà. Donc voilà, la carte, elle est chouette. Le noir et blanc rend mieux l'ambiance sombre aussi. Oui. Oui. Après, une carte, moi j'aime bien. Enfin, à la base, je suis quand même plus couleur. Donc voilà, on va passer un petit peu parce que le but, c'est pas de vous spoiler. Je sais pas si vous entendez, mais comme ça craque, quoi. Donc ce qu'on peut voir, c'est quand même, il y a beaucoup d'illustrations pour un jeu indépendant, un jeu qui n'utilise pas d'IA, soit dit en passant. Hein, vous voyez qu'on est quand même capable de faire des trucs très classe quand on n'a pas de budget et qu'on veut juste travailler correctement. Hein, je trouve. Donc oui, c'est du noir et blanc. Oui, on pourrait trouver mieux. Oui, effectivement, si on avait dû Olivier Sanfilippo, on ferait des cartes encore plus magnifiques. Mais quand on n'a pas Olivier Sanfilippo, on peut faire des trucs quand même très très sympas. Voilà. Donc l'excuse, ouin, j'ai pas les moyens pour illustrer mon jeu. Ben comment eux ils ont réussi et pas vous quoi. Voilà. Peut-être petit taquet au passage. La Volgie, donc voilà. Pour les élus oui, mais pour la carte, la couleur rend mieux. Bah oui c'est ça, la carte, ne serait-ce que voir que les arbres ils sont verts, ça ajoute un peu de détail quoi. Ce serait intéressant d'assumer entièrement le côté noir et blanc et de faire en sorte que toutes les illustrations soient de base en noir et blanc. Je pense que ce serait intéressant. Bah là, de toute façon, à part la couverture, tout est, tu vois, tout est en noir et blanc. Donc, mais je dis ça parce que dans les campagnes, on a des battle maps par exemple. Et les battle maps, elles n'ont pas été faites à la base en noir et blanc, tu vois. C'est clairement, elles ont été faites en couleur. Et c'est ça que j'ai trouvé dommage, c'est que je voulais réutiliser telles quelles certaines battle maps pour l'actual play. Et en fin de compte, en noir et blanc, c'est... Je sais pas. C'est un truc qui me dérange un peu. Après, voilà, ça me dérange pas pour la lecture, ça gâche pas la lecture, le jeu il reste très bien, etc. C'est juste que quand je vais préparer moi ma partie, les battle maps, voilà, c'est un peu ce qui m'emmerde, c'est de les avoir en noir et blanc. Et la carte, bien évidemment. Après, le noir et blanc n'est pas si choquant si l'illustration s'y prête. Je suis d'accord, effectivement. Là, regarde. Alors, ça, c'est très, très inspiré d'un personnage de chez Blizzard, hein. Diablo, par exemple. Ou, comment il s'appelait déjà, ce personnage il y est dans Heroes of the Storm, en plus. Ouais, je pouvais pas le blairer. Tyrael, merci. Voilà, Tyrael. Il fait très très Tyrael, ouais, effectivement. Après, voilà, bon, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a certaines illustrations qui sont assez inégales. Là, celle-là, elle claque, etc. Les battle maps, on en trouve partout. Oui et non. Alors, oui, on en trouve partout, mais quand tu cherches un truc spécifique, eh ben, c'est pas si simple. C'est pas si simple. On est en audio dans ta voiture, en route. Ah, eh ben, écoute, parfait. Concentre-toi sur la route. Ne regarde pas le téléphone, tu as raison. Donc voilà, les illustrations sont parfois un peu inégales, mais c'est pas... Alors, je vais peut-être passer le truc de luxure parce qu'il y a des trucs un peu... voilà, j'ai pas envie que Twitch saute. Orgueil. Voilà. C'est ce que je disais quand je disais que les illustrations sont parfois un peu inégales. Voilà, ça reste correct, on est d'accord. Mais voilà, quand tu passes de ça
à ça, bon, voilà, on n'est pas, on n'est pas sur le même standing. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Mais pareil, au niveau illustration, je veux dire pour un jeu... Alors ça par contre c'est le truc que j'aime pas trop. Alors j'aime bien et j'aime pas trop. J'aime bien parce qu'il y a eu un gros effort de fait sur l'ensemble des PNJ dans toutes les campagnes. C'est qu'il y a des illustrations de personnages. Donc ok, il y a une illustration de personnages à chaque PNJ. Par contre, je vais vous montrer. Voilà. C'est pas fifou, je trouve. Regardez, ils se ressemblent un peu tous. C'est... Ouais, je trouve qu'il y a l'effort. Je salue l'effort qui a été fait. Mais je me vois pas les utiliser tels quels dans la campagne en ligne en tout cas. Et donc oui, je disais, parce que là donc c'est le bestiaire, etc. Mais là on arrive à la section où il y a du scénario. Il y a trois aventures, je crois, dans un endroit qui s'appelle Fénéry, avec la carte noir et blanc. Donc il y a 3 aventures, donc c'est plutôt cool. Il y a de quoi jouer. Ça fait quand même de la page 240 à 200... Voilà, on va dire 280. Et à la fin, il y a des conseils de jeu pour le PJ, pour les MJ, pour rendre les expériences meilleures. On vous parle, ça c'est intéressant, on vous parle de la session 0, tout ce qui est l'ambiance, les questions-réponses, les personnages jouables, les limites. On vous parle de comment faire une bonne introduction, comment faire des différentes introductions plutôt, comme quoi il faut soigner l'introduction. Vous avez l'introduction classique, in media res, l'introduction percutante. Donc voilà, il donne quelques conseils que j'avais trouvé plutôt cool. Il parle de musique, jouer en musique. James Tornad, a priori, est un grand fan de jouer en musique. Et donc il donne des idées de morceaux à chercher. Quelques exemples, justement, où il vous donne la BO des jeux. Donc effectivement, Witcher, Assassin's Creed, Darkest Dungeon, Baldur's Gate. Voilà, c'est des musiques effectivement qui peuvent vous parler. Décrire le décor, voilà, tous les trucs des PNJ avec des descripteurs. Le combat, comment donner du sens au combat, de l'intensité avec des descriptions RP. Donc voilà, un jeu plutôt chouette. L'Atlas. Donc là, je veux dire, avec ça, avec le livre de base et l'Atlas, vous avez quand même un gros... vraiment de quoi faire. Maintenant, on va passer aux campagnes, parce qu'il y a plusieurs petites campagnes. On a changé de bouquin, regarde. Ouais, on va passer au Malardant. Donc c'est la campagne que je suis en train de préparer. Est-ce que ce sera sur la chaîne ou pas, je ne sais pas, mais j'ai envie de... Les plans et cartes viennent de Watabu Ichio, à mon avis, cela y ressemble beaucoup. Ok. Ouais, Brigandine, donc le Malardant, c'est la campagne que je suis en train de préparer, tout doucement. J'ai préparé l'acte 1. Donc je vais pas feuilleter dans le détail, hein, je vais essayer d'aller un peu vite pour pas spoiler. Mais je vais vous lire la 4e de couverture. Si vous voulez plus de précision, on a fait l'interview avec James Tornad, hein, l'auteur, hein, donc n'hésitez pas à aller la voir, hein, vous aurez les liens dans la description probablement. Le Malardant, c'est une campagne complète en 4 actes pour Brigandine V2. Non, mais tu peux regarder, hein, Liana, c'est pas non plus... Lorsqu'une étrange maladie frappe les personnages, ils sont à milieu d'imaginer ce qui les attend, leur corps, leur esprit changent à mesure que d'effrayantes marques noires apparaissent sur leur peau. Ils devront quérir de l'aide et surmonter bien des épreuves à travers la malombrie pour échapper à un destin funeste, et peut-être découvrir les racines du Malardant. Donc c'est un petit supplément, ouais, il n'est pas très épais. Pareil, j'ai pris la version physique, rigide. On pouvait avoir la version souple, mais avec la promo du Black Friday, il y avait 30%. Je me suis dit, quitte à avoir une promo, autant avoir une promo sur un truc. Voilà. Et on est donc sur le même style que les précédents. Vous voyez, je sais pas si ça se voit bien, mais les pages sont très gondolées. Je sais pas si je vais vous mettre peut-être un peu plus de lumière. Je sais pas si ça fait une grande différence. Mais c'est un peu gondolé. 80 pages, ouais, c'est déjà pas mal. Hein. Je trouve la qualité Lulu a bien augmenté. Ok, moi c'est la première fois que j'imprime un truc chez Lulu, donc
J'ai pas de base de... J'ai pas de base de comparaison. Donc voilà, on a l'introduction. Je vais passer un peu vite, effectivement, pour pas trop spoiler. Mais voilà. On vous parle... Alors, le truc que j'ai trouvé cool, c'est la façon dont c'est abordé. On vous explique ce que c'est que la campagne et les notes d'intention. Pourquoi ça a été fait. Qu'est-ce qu'on cherche à obtenir avec cette campagne. Ce qu'on attend des personnages joueurs. Par exemple, on vous dit, hein, vous ne pourrez pas créer ce que vous voulez. Les personnages joueurs, c'est soit forcément des explorateurs, des criminels. On vous dit à chaque fois qu'est-ce que vous pouvez choisir parmi les grands archétypes pour justement que ça cadre au mieux avec la campagne. J'essaye de passer un peu vite. La carte, c'est ce que je vous disais, je trouvais un peu dommage la carte en noir et blanc. Pareil, les personnages, vous voyez, les galeries de personnages, il y en a plein, mais c'est... Voilà, je sais pas, je trouve que c'est un peu... C'est très bien, en fait, à la lecture, c'est très bien qu'il y ait des personnages comme ça, les petits portraits. C'est vraiment super. Par contre, en PDF, pour jouer en ligne, c'est vrai que c'est un peu... Tu peux pas trop montrer ça. Je trouve que c'est pas foufou, quoi. Hop, on passe un peu vite. Mais de toute façon, la maquette est vraiment identique à tous les autres bouquins. 80 pages. Vous voyez, la galerie de portraits. Donc ça reste cool, hein. Je critique, mais c'est vraiment histoire de dire qu'il y a des choses. Mais après, effectivement, si vous regardez bien, vous voyez, ça se ressemble un petit peu, les personnages. Donc c'est peut-être le côté un peu... Voilà, je passe un peu vite hein, pour pas trop spoiler. Mais à chaque fois, vous avez la galerie des personnages récurrents sur... Voilà, c'est ça. Vous voyez, les battle maps. Elles sont... ça, je suis sûr à 90% que ça a été fait avec Dungeon Draft. Moi, 90% sûr, c'est Dungeon Draft. Et Dungeon Draft, oui, tu peux le faire en noir et blanc de base, je crois. Mais là, c'est dommage, tu vois, d'avoir de belles battle maps avec les descriptifs, etc. Et de les avoir en noir et blanc. C'est un peu mon regret. Et j'ai grave la flemme de refaire les mêmes maps juste pour les avoir en couleur. Et à la fin, donc, on a des pré-tirés. Oui, tout à fait, c'est ce que je disais, Elouine, hein, c'est que ça, tu peux pas... un bouquin comme ça, je me rappelle plus, je crois que celui-là, il est à 25 €, je crois, à l'impression à la demande sur Lulu. 25 €, 80 pages, etc. Effectivement, tu peux pas... Bah, j'ai demandé en fait à James hein, si les PDF étaient en couleur ou quoi, il m'a dit que non, tout était en noir et blanc. Donc... Ou ouais, un QR code pour aller les chercher. C'est vrai que ça aurait été une bonne idée. Je pourrais toujours lui faire remonter votre avis, c'est vrai. Rêve de gloire. La campagne qu'on a sur la chaîne, qu'on a fait jouer. Je l'ai fait jouer 3 fois cette campagne. Alors, pas celle-là. J'ai fait jouer Rêve de gloire, la première édition, parce qu'il y a eu une réédition, ça c'est la réédition. Je ne l'ai pas lu, celle-ci, ce qui fait que je ne sais pas les changements qui ont été apportés entre la V1 et la V2. Petite fierté quand même. C'est que James n'a pas regardé la campagne entière sur la chaîne, mais on a fait un débrief, on a fait une vidéo sur la chaîne où les PJ et moi-même, on avait débriefé de la campagne. On a relevé 2-3 petits trucs qui nous ont peut-être un peu moins plu ou qu'on aurait vu de différents. Et a priori, d'après les commentaires de James, ça l'a beaucoup aidé. Il a trouvé des trucs très pertinents. Et a priori, il aurait changé 2-3 trucs par rapport à ça, quoi. Donc voilà, petite fierté si on a permis à Brigandine de devenir encore meilleure hein, alors qu'elle l'était déjà. Brigandine, donc ouais, où Olshad a participé avec Dizae et Arch. Donc Brigandine qui est une campagne complètement urbaine. Je vais vous lire d'ailleurs le 4e de couverture. Petit malfrat endetté jusqu'au cou, les personnages vont devoir se frotter à bien plus fort qu'eux et louvoyer entre les nombreuses bandes de voleurs d'Ascanov pour en tirer leur épingle du jeu. Mais lorsque la magie s'en mêle, que les monstres s'éveillent et que les rêves deviennent bien réels, il leur faudra rivaliser de ruse et de courage pour devenir, pourquoi pas, des héros malgré eux. Arch, aussi connu pour être l'avenir du JDR français. Hein. Oui, après, on n'a jamais dit que l'avenir était forcément radieux. Le mec qui rétropédale, tu sais. Bref. Brigandine, donc la façon dont... mais non, mais en plus, j'adore Arch. Hein.
Il le sait très bien. Brigandine, donc, qui vous propose de jouer des personnages au ras du sol, hein, endettés, SDF, des dettes, des ennemis, etc. Pareil, toujours la même proposition. On vous donne des idées de création de personnages, ce que vous pouvez jouer dans les différentes carrières, etc. On vous donne des idées quant au choix de l'archétype, vous voyez, mouton, ours, etc. sur les objets que vous pourriez avoir, etc. Donc c'est plutôt cool. Je suis désolé, hein, il est tellement neuf que j'arrive pas à le déplier. On vous parle d'Askanov, donc la ville, avec les différents lieux, les lieux d'intérêt, les différents quartiers. Ça me fait bizarre de les revoir là comme ça, parce que on y a passé quand même du temps hein, sur ce jeu. Tac, les autres lieux, etc. Et tout ça, on ne les avait pas hein, dans la V1. J'avais pas le descriptif de Primus, Quarta, etc. Ces petits portraits là, même si je dis que c'est pas... ils se ressemblent un petit peu. Ça reste quand même vachement bien pour se représenter les personnages. Donc c'est plutôt chouette. Un truc que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a les introductions, et c'est pareil pour la campagne du Mal Ardent, c'est que vous avez un petit texte d'ambiance que vous pouvez tout simplement lire, si vous le souhaitez, à votre table, justement pour planter le décor et tout. Je l'ai fait en live, et ça s'y prête très très bien. Donc, le vieux Boris, voilà, on retrouve des personnages qu'on avait croisés dans la campagne, ça me fait un brin de nostalgie, c'est plutôt cool. Le cimetière, les battle maps donc, qui ont été faites par un fan du jeu que j'ai utilisé dans l'actual play d'ailleurs avec son accord. Enfin non, je les avais utilisés et je savais plus qui était la personne qui avait fait ça et je l'ai eu en commentaire et du coup après je l'ai cité et donc qui ont été du coup utilisés dans le bouquin. Donc ça c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Ça, Olshad, hein, ça va te parler, hein? Le petit minou, hein, le gentil petit chat. Il était moins joli dans ma partie. Hein. Mais... Ah non, pas le chat. Donc voilà, on a le reste de la campagne avec les illustrations, les PNJ. Pareil, moi j'avais cherché les trucs et là on les a. Ovan, je l'imaginais pas du tout comme ça. Après, il y avait des personnages qu'on a créés nous. Hein. Le vieux Clo-Clo, il n'y était pas dans Brigandine officiel, je crois. Après, pareil, là, ça c'est un truc on n'hésite pas à aller. Anton, Victor, le frère Dimitri, ouais, tout cela, ils y étaient. On les avait fait. Je cherche voir s'il y a... Alors, je sais que Clo-Clo, en tant que tel, il n'y sera pas. Mais je sais qu'il y avait un personnage... Elle est longue à faire jouer ? Elle est longue, pas spécialement. Ce que j'aime, c'est ça, c'est que c'est des campagnes assez courtes. Brigandine, si je dis pas de bêtises, je crois qu'on l'a fait en une dizaine de séances. Et c'est des séances maxi de 3 heures. Donc je dirais entre 20 et 30 heures maximum si vraiment tu fais du RP, etc. Mais c'est des petites campagnes, quoi. Alors celle-là, pour le coup, est un peu plus grande, je pense, que le Mal Ardent, par exemple. Parce que le Mal Ardent, il n'y a que 3 actes. Là où dans celui-là, je crois que tu en as 5. 5 ou 6. Ouais, 5 actes. Chaque acte, tu comptes à peu près... Nous, on a fait à peu près chaque acte entre 2 et 3 séances, je crois. Donc, ouais, c'est ça. Ouais, 120 pages. Celui-là est plus grand. Voilà, Rêve de gloire, qui a été une de mes campagnes préférées, tout jeu confondu, puisque c'est la seule campagne que j'ai maîtrisée 3 fois. Voilà. Et tu vois, si je trouvais un groupe vraiment super chaud et que j'avais un petit peu de temps libre, ça me poserait pas de problème de la refaire, quoi. Alors, 11 vidéos dans la playlist, mais je crois qu'il y a la 11e, je pense que c'est le bilan final, il me semble. Bon, après, bon, on a pris notre temps hein, pour la faire, celle-là. Le Soupirant. Alors, celle-là, je la connais pas, par contre, je l'ai pas lu. Soupirant, je peux pas trop vous en parler, hormis ce qu'il y a derrière.
Donc c'est une campagne en 3 actes. Le printemps s'annonce radieux, mais une ombre plane sur la cité de Valcourt. Une ombre nourrie par la vengeance et la trahison. Et c'est pour sauver la jeune Alizée d'une mort certaine que les personnages devront mener l'enquête, entreprendre un voyage dans les terres des petits, se confronter à la magie noire et braver bien des dangers. Que la chance soit de leur côté, car le temps presse, et c'est le destin de la ville tout entière qui est en passe de basculer. Oui, oui, oui. On a pris notre temps dans Rêve de gloire. Hein. On a fait du RP. Dans la taverne, on a passé beaucoup de temps à la taverne. Et c'était très très sympa. Donc voilà, celle-là par contre je peux pas trop vous en parler, je l'ai pas encore lu. Mais James Tornade en a parlé dans l'interview, donc n'hésitez pas à aller la voir. Là je vous montre surtout la qualité physique et les illustrations. Donc on est vraiment toujours dans la même chose. La même direction artistique. Avec toujours autant d'illustrations, des portraits plus ou moins, voilà, toujours les portraits un peu classiques, mais qui ajoutent quand même une plus-value, je trouve. Tac. Il n'y a pas que 4 actes, peut-être qu'il y a 4 actes dans le Malardant, oui. Tac, voilà, je vais pas non plus trop spoiler, mais oh, elle est bizarre cette bestiole. Mais toujours pareil, vous voyez, moi ce que j'aime bien en fait, c'est la façon dont sont conçus les bouquins. Toujours, toutes les campagnes sont identiques avec le côté PNJ, les personnages en entier. Voilà, c'est plutôt chouette. Des petites illustrations en plein milieu du texte qui viennent casser un petit peu le côté monotone de la lecture. Voilà. Et je pense que ça, ce sera de ce qu'en a dit, l'auteur. Je pense que si je devais faire jouer une autre campagne après le Malardant, mais on va pas mettre la charrue avant les bœufs, je pense que ce sera le Soupirant, la campagne vers laquelle je vais m'orienter ensuite. Et enfin, ça c'est le tout dernier, celui qui est tout beau tout chaud, qui est un peu plus épais aussi. Hein. On est sur un format, je pense, plus équivalent à Brigandine. Sur un... Combien il fait de pages celui-là 125, 130 pages. C'est les chemins de la terreur. Au cœur des plaines infinies de Vol'jin se dresse le Caravansérail, cité prisée de tous les marchands et voyageurs. Ici, des mercenaires, cavaliers et convoyeurs rompus au métier des armes proposent leur service contre une bourse d'or bien remplie. Mais la toute jeune compagnie des personnages sera mise à rude épreuve et devra affronter un ennemi bien plus important et cruel que toutes les tribus barbares environnantes. Une menace monstrueuse issue des légendes oubliées. Voilà, j'aime beaucoup la maquette. Enfin la couverture plutôt. J'aime bien comment c'est fait. Et donc celle-là c'est pareil, je peux pas trop vous en parler parce que je l'ai pas encore lu. Mais on retrouve exactement le même principe, quoi. Donc lui, voilà, il y a 6 actes. Note d'intention. L'idée de cette campagne est née en découvrant une curiosité comme... Ah oui, ça faut pas le lire, ça spoil. Je me rappelle. Mais voilà, on a pareil, l'introduction, les personnages, le concept, les trucs comme ça. Ouais, là tout de suite, j'aime bien la qualité des personnages. Ça donne quand même... On a Sylvanas. C'est Sylvana, c'est pas la même. Bref. Je trouve que ça... Même si c'est pas ultra qualitatif comme style de personnage, je trouve que ça ajoute quand même au texte. Les petites battle maps, enfin plans plutôt. Les galeries de personnages. Voilà. L'acte 2. J'essaye d'aller un peu vite parce que le but c'est pas de vous spoiler les trucs non plus. L'acte 3. Très chouette comme illustration ça. Vous voyez quand même que pour un jeu qualifié de jeu indépendant, on est quand même sur quelque chose d'autrement qualitatif. Hein. Très sincèrement, il lui manquerait que la couleur. Hein. Donc, voyez un petit peu. Enfin, moi, je sais pas, je suis assez satisfait de cet achat. Surtout avec la réduction. Puisque, avec les frais de port, tout ce que je viens de vous montrer chez Lulu,
avec la réduction donc pendant le Black Friday. Hein. Tout ça, ça a coûté 160 €, je crois, avec les frais de port. Et les frais de port tabassent. Lulu, c'est voilà, les frais de port, hein, c'était du 20 balles, je crois, hein, un peu comme ça, il me semble. C'était très salé. Non, c'était pas du 20 balles, mais c'était du, enfin, c'était pas loin, quoi. Voilà. C'était Brigandine, la gamme de Brigandine V2. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi j'y ai joué du coup plusieurs fois. La campagne Brigandine, je vous l'ai dit, hein, je l'ai fait jouer 3 fois. Ouais, les frais de port de chez Lulu c'est super cher, mais je crois que c'est imprimé en Allemagne. Il me semble que c'est imprimé en Allemagne, et donc fatalement, comme c'est pas en France, ça coûte un peu plus cher. Donc ouais, je suis très content de mon achat. C'était un truc qui me faisait envie depuis un petit moment. Et puis bah, après, voilà, il y a les jeux, ça s'enchaîne, on en lit plein, etc. Brigandine est un peu passé à la trappe pendant un petit moment. Et je vous dis, j'ai redécouvert ça il n'y a pas si longtemps, hein, il y a moins d'un mois. J'ai vu, mais je me suis dit, mais tiens, après Rêve de gloire, j'avais complètement zappé qu'il y avait eu autant de campagnes sur Brigandine. Et du coup, ouais, c'était une super découverte pour moi, parce que j'aime beaucoup le travail qui a été fait dessus. Donc voilà, l'objectif c'est d'y jouer. Alors peut-être pas forcément en live, je sais pas encore, mais je ferai la campagne du Mal Ardent, ça c'est sûr. Mais déjà, alors, j'ai déjà commandé du matériel en Allemagne et j'avais pour moins de 10 € de frais de port. Après, ça dépend de la quantité aussi. Là on parle quand même, tu vois, on parle quand même de tout ça. Donc au niveau du poids, au niveau de la taille du paquet, etc., ça peut jouer. C'est sûr que si tu achètes Musée Oracle en Allemagne, bah oui, tu vas pas payer 20 balles de frais de port, tu vois. Donc je pense que ça dépend ce que tu achètes aussi. Moi clairement pour l'univers, les règles, l'ambiance, tu me proposes une campagne de Brigandine, je signe direct. Ouais. Bah, en plus toi t'es un fan de Warhammer, donc du coup voilà. Moi perso j'aime bien Brigandine, mais je le dissocie totalement de Warhammer. Je maîtrise la V4 et j'aime bien, par contre je sais pas pourquoi je suis passé à côté de la campagne Le Soupirant. Ouais, c'est une campagne urbaine je crois, enfin plus orientée enquête il me semble, Le Soupirant. Après Warhammer V4, quand j'ai vu comment c'était traduit, j'ai même pas cherché à comprendre. A priori, il y a eu une réédition de la V4 qui a été améliorée, il me semble, mais quand j'ai vu le travail qui a été fait sur la première édition, ça m'a un peu vacciné. Je préfère largement Warhammer V2, surtout quand je vois toute la collection qui a été faite derrière et la lenteur des suppléments à sortir en France pour cette V4, quoi. Tac. Je suis méga motivé pour le Mal Ardent. Je retiens qu'il faut jouer soit un explorateur, soit un criminel. Non, pas du tout. Pas du tout. Je suis pas allé jusqu'au bout de ma... On s'est pas compris. Attends, je vais le relire pour pas te dire de trucs, mais il n'y a pas que des explorateurs ou des criminels. Je vais te dire ça parce que j'ai commencé à le mettre en place. Qui sont les PJ? Donc, si tu te rappelles bien, Liana, quand j'ai montré le livre de base, il y avait quand même beaucoup de familles d'archétypes, d'archétypes. Et là, on vous dit, voici plusieurs propositions de groupes. Donc, c'est surtout pour les groupes. Alors déjà, le parti pris, c'est qu'on ne joue que des humains. Est prévu pour des personnages humains. Vous pouvez permettre un sans mêlée dans le groupe. Et si un joueur insiste péniblement pour en interpréter un nain, un elfe ou un truc comme ça, n'ont rien à faire dans cette contrée. Donc voilà, c'est soit humain, soit il peut y avoir un sans mêlée dans le groupe, mais pas plus. En termes de carrière, les groupes de PJ étant composés de voyageurs débrouillards, évitez les carrières incompatibles avec ce concept, comme les valets, les cambrioleurs, les avocats, les magistrats, les templiers d'Abel, ou même les duellistes. Privilégiez des carrières de chasseurs, de soldats, de guerriers, de convoyeurs, de brigands, de battleurs, de paysans et de vagabonds, ou même pourquoi pas d'égoutiers. Voilà.
ils disent que la magie, concernant la magie, la région est plus riche en mages qu'ailleurs sur Talios, et il peut tout à fait y avoir un mage dans l'équipe, avec comme d'habitude certaines restrictions. Donc voilà. Et par contre, le groupe des PJ, c'est des groupes soit d'explorateurs, des criminels en fuite, ça peut être un noble et ses gens, pourquoi pas, des battleurs, des chasseurs de primes, un mage et sa troupe, ou des pèlerins. Voilà, c'est un petit peu l'idée de personnages qu'on peut, qui préconisent de jouer dans cette aventure. Effectivement, si tu joues un magistrat et qu'il sert à rien, tu vas un peu t'ennuyer, quoi. Tu peux même avoir des mages, ce qui est plutôt rare. Oui, dans cette campagne, oui. Effectivement, dans Rêve de gloire, hein, ils disent que tu peux pas jouer mage. Enfin, c'est pas vrai. Tu peux jouer... Alors, je me rappelle plus si tu pouvais pas ou si c'est moi qui l'avais autorisé, mais le personnage de chat... Non. Non, ouais, mais Disae, c'était pas vraiment de la vraie magie. Elle avait 2-3 petits pouvoirs, mais c'était très très mineur. Mais le personnage de Disae avait un score en magie, effectivement. Mais c'était plus de l'arnaque, elle. Hein. C'était voyeuse de bonne aventure, mais c'était du flanc, en fait. Elle avait pas vraiment de pouvoir. Je me doute qu'il y a un... C'est intéressant comment c'est proposé. Oui, j'aime beaucoup aussi, parce que ça te permet de savoir sur quoi tu veux partir vraiment. Et de pas te retrouver avec un personnage qui sert à rien. Ça m'est déjà arrivé, et c'est vrai que c'est pas agréable. Donc voilà, pour YouTube, on va faire la petite conclusion. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions à propos de Brigandine, de près ou de loin, n'hésitez pas à les poser en commentaire, on y répondra. Je vous mets aussi en commentaire le Discord de James Tornad, donc de Brigandine, sur lequel vous pouvez aller directement poser vos questions à l'auteur qui est très accessible, qui vous répondra, ainsi que la communauté. Et puis, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos, probablement en 2025, pour peut-être la campagne du Malardant sur la chaîne. Voilà. Je fais pas de promesses, parce que voilà, je sais que des fois, c'est pas toujours facile de pouvoir tenir le calendrier, etc. Mais l'intention est là, le Malardant, j'ai envie de le faire jouer. Donc voilà. Merci YouTube, ciao tout le monde.